Quand vous voulez vous payer une bonne bouffe, le restaurant Midas est l'endroit rêvé. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et qui offre des menus familiales pour tous les budgets. Service rapide et livraison à domicile. Le restaurant Midas au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88 679 0900. Tout le personnel et la direction du restaurant Midas souhaitent franc succès aux organisateurs des régates de Saint-Félicien et invitent la population à participer en grand nombre aux activités. UFC 149 demain à Calgary et comme on le fait à tous les UFC, on parle avec notre collaborateur Claude Perron. Salut Claude! Salut Danny! Claude, avant de parler du UFC 149, on va revenir sur le UFC 148. Ça mettait en vedette, pour nous, c'était Patrick Côté qu'on voulait voir et c'était pour lui un retour. Puis même s'il a perdu, on peut pas dire qu'il a livré un mauvais combat. Non, il a fait quand même une bonne performance. Conley, c'est quand même pas un pied de céleri, comme on dit, mais par contre, Pat, on a vu qu'il y a eu quelques petites difficultés. Comme je t'avais dit, tu sais, Conley, il faut que tu mettes de la pression. Faut rentrer à l'intérieur parce que si tu restes loin avec lui, c'est là qu'il se sent le plus à l'aise. Alors, Pat a eu un petit peu de misère à rentrer. C'était un combat serré, ça n'a pas été un vol, je crois qu'il avait perdu, mais c'était un bon combat. Lui-même a reconnu que il a livré quand même une bonne performance, mais c'était pas assez. Est-ce qu'il a la grande question qu'on se pose? Est-ce que c'est assez pour... Parce que lui, ça faisait 2 ans que Dana White il avait été retiré du UFC. Est-ce que sa performance est assez convaincante pour qu'on le revoie dans un UFC? Je crois que oui, je pense qu'il a signé 3 combats. OK. Que j'avais su, mais je suis pas certain. Mais oui, d'après moi, oui, ça a quand même donné un bon combat. Là. Je veux dire, c'était pas... Ils se sont pas sauvés, il s'est donné des bonnes taloches. Non, c'est un bon combat quand même. Fait que je pense qu'il devrait pas avoir de problème pour faire ces 2 autres. Mais on pourrait peut-être voir dans un plus petit gala, là, les UFC on Fox ou les UFC qu'on voit le mercredi soir, ça pourrait être ça aussi qu'on pourrait voir dans le cas de Patrick Côté. Oui, c'est bien possible. On va voir. Là, je pense pas qu'ils refassent une main card tout de suite. Là. Non. Mais on va voir. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider au UFC. Ivan Mangivard a perdu aussi contre Mike Easton. C'est sa première défaite dans UFC. Est-ce que c'est pour lui catastrophique ou pas du tout? Non, je crois pas non plus, parce que Mangivard, c'est tout le temps c'est tout le temps des bons combats. C'est des catégories de poids, les gars sont très dynamiques, ils sont tout petits, c'est très rapide, c'est beau à voir. C'est que même si ça finit pas tout le temps par KO, maintenant, ça peut pas tout finir par KO puis soumission au premier round, là. Tant que c'est comme je te dis, tant que les gars, ils sont là pour se battre. Si c'est un qui se sauve puis l'autre qui court après, mais quand les deux sont là pour se battre, il y a des bons échanges, puis il n'y a pas de problème à garder son emploi dans ce cas-là. OK. Edison Silva contre Sonnen. Sonnen qui il avait une grande gueule. Si côté Conley se respectait, on le voyait qu'il y avait énormément de respect entre les deux. Les deux, là, je pense qu'ils s'aimaient vraiment pas, puis c'était pas vrai par là. Tu sais, des fois, on voit souvent ça à la boxe, que c'est pour faire monter un petit peu la vente de billets. Mais je pense que là, dans ce cas-là, les deux s'aimaient pas, puis ça paraissait beaucoup. C'est sûr, parce que Sonnen, il va loin dans ce qu'on appelle le trash talking, tu sais. Il s'est attaqué à sa femme, à la famille, il riait des Brésiliens en général. Tu sais, il va fort un petit peu, là. Fait que là, c'est sûr que il y avait beaucoup d'animosité là, autour de ce combat-là. Puis le combat, écoute, il était un petit peu à l'image, pas nécessairement à l'image du premier. C'est comme je t'avais dit, je pensais pas qu'il allait être capable de répéter sa performance. C'est ce qui est arrivé. Au premier round, il a réussi à l'amener au sol, je pense, dans les 10-15 premières secondes. Ouais. Il est resté dessus tout le long. On a vu qu'Anderson n'a pas mangé des gros coups. Il s'est fait contrôler, mais il était en dessous, puis il gérait plutôt qu'autre chose. Là. Puis quand il est arrivé au deuxième, Sonnen n'a pas été capable de l'amener à la tête, puis on a vu ce qui est arrivé. Bon, le coup de genou était légal, il était à la limite de la légalité, mais c'était quand même, d'après moi, un coup de genou légal. Il s'est fait battre. C'est tout. Le meilleur a gagné. Hey, avant de sauter dans le vif du sujet pour le UFC 149, j'ai écouté les plus petits galas. J'en manque pas, les petits galas, pour essayer d'apprendre davantage sur le UFC. Je me considère vraiment pas un connaisseur, mais un néophyte. Et j'ai regardé un Français. Tu sais que les Français, tu sais certain, qu'en France, encore les arts martiaux mixtes sont interdits. Et il y en a 2-3 qui s'en viennent au Twister. Puis il y en a un qui m'a impressionné. Jabon, je crois. Francis Jabon.
Carmon. Carmon, Francis Carmon, bon. Ouais. Pourquoi je dis, Oui. lui, il était impressionnant, lui. Oui, c'était un beau gros bonhomme de 185 Ouais. livres, puis c'était un gros 185 livres. OK. Il s'entraîne au Tristar, donc s'ils l'ont gardé là, c'est parce que le gars, il a sûrement du talent. C'est un très bon combattant, il est spectaculaire, il a une bonne shape, puis à son dernier combat, il a livré la marchandise. On va le revoir, c'est sûr, parce que quand c'est ton premier combat dans l'UFC, puis tu livres pas la marchandise, ça se peut qu'il te rappelle pas. Parce que dans son cas, il a fini par TKO, je sais pas par ground and pound. Oui, c'était quoi? C'était au deuxième round. Ah oui, c'était quelque chose de sweet, là, c'était beau, donc on va le revoir, puis je suis content, c'est nos cousins, dans le fond, on est pas content quand il y a des Québécois ou des Français qui percent. Bon, demain, c'est le UFC 149, c'est à Calgary, ça met aux prises je vais être honnête avec toi, je les connais pas beaucoup, je regarde la carte, Uriah Faber contre Renan Barreo, qui est un Brésilien, donc qui dit Brésilien, dit un bon combattant sûrement, c'est la carte principale. Mais je regarde également, en tout et partout, là, si on regarde la carte préliminaire qui va être sur TVA Sport, elle qui sera sur Facebook également, et la carte principale, on a 5 combattants canadiens. Évidemment, c'est au Canada. Souvent, le UFC font en sorte que pour vendre des billets, on préconise les combattants de la place. Bon, avant d'y aller avec Faber contre Renan Barreo, je regarde un gars comme Roland Delorme. Est-ce que c'est un Québécois, ça? Roland Delorme, je le connais même pas. Ben, c'est ça. Il est en sous-carte. Franco, je le sais pas. Lui, il s'entraîne à Winnipeg. Tu sais, les gars de l'Ouest, tout ça, je les connais pas mal moins. Je le connais pas du tout, mais je ne compterai pas de mensonges. Là. Par contre, sur cette carte-là, il y en a d'autres qu'on connaît un petit peu plus, là, quand même. C'est ça, c'est un gars de Winnipeg. Oui, c'est ça. Il y a du bon stock. Là. Il y a notre ami qui vient d'ici du Québec, il y a Mitch Gagnon. Bon. Un petit gars il y a pas longtemps, il se battait dans ringside ici à Québec. J'étais une couple de gars-là qui était là aussi. Donc, il y a eu une belle victoire contre un gars de Tim Bergeron. Un combat très, 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 très serré contre Régent Caroline Groux, un gars de Tienne à Drummondville. Puis, je suis refait une couple de bons combats, puis ils ont réussi à le signer pour la UFC. Je suis content pour lui. C'est un bon athlète, Mitch Gagnon. C'est un gars qui s'est entraîné ici, puis il a fait son amateur ici, puis tout, c'est le fun. Donc, lui, c'est son premier combat dans l'UFC. Sinon, pour les autres, si on remonte un petit peu, il y a Court McGee contre Nick Ring. Ça, c'est deux bons prospects. Court McGee, qui est un ancien junkie, un héroïnomane. Qui est revenu sur la traque, là, justement, grâce aux arts martiaux, puis il est rendu très discipliné depuis plusieurs années, puis il fait des petites conférences, puis tout un gars, il vient de loin. C'est tout intéressant de le voir se battre. C'est un bon lutteur aussi. C'est un style que moi j'affectionne particulièrement. Après ça, t'as Chris Clement contre Matt Riddle. Chris Clement, c'est un gars 17 c'est un franco-ontarien, je crois, ou un ontarien, mais il s'est battu au Québec à plusieurs fois. Il y a même un de mes gars, Marc Lagorne, qui s'est battu contre Chris Clement. Ah ouais? Il y a 2 ans. Est-ce qu'il y avait Est-ce qu'il s'était quand même bien comporté contre Chris Clement? Parce que quand t'attends l'UFC... oui, il a failli battre. Marc a réussi à dropper Clemens, oui. Au début du combat, il l'a droppé. Mais Marc n'avait pas beaucoup d'expérience parce qu'il était 2-0 à ce moment-là à MMA, puis ses 2 premiers combats avaient duré moins de 15 secondes. Les 2 ensemble, ça n'avait pas duré 25 secondes. 2 coups de pied à la tête. Tu feras des recherches sur YouTube, il y a un peu de ça, Marc Blackburn. Ensuite, contre Chris Clement, ça avait bien été, il l'avait droppé, mais là, il s'était énervé un peu, il s'était mis à échanger avec. Chris Clement, c'est un spécialiste du debout. Donc, Chris est revenu, puis il avait réussi à pincer Marc, il avait gagné par KO. Mais ça avait été un gros combat, c'était plaisant. Son adversaire, Matt Riddle, lui, c'est un gars qui avait passé au Ultimate Fighter, donc les Américains le connaissent pas mal. Ensuite, on a Brian Ebersold, c'était un très, très bon gars aussi, un routier, un guerrier, là, ça fait déjà plusieurs années. Qui se bat, ça va être un bon combat aussi, mais c'est pas une grosse carte, parce que la carte là, du 149, là, c'était la pire carte, Dana White disait depuis plusieurs années, dans le sens que tous les changements qu'il y a eu, puis les blessures, parce que la carte principale, c'était pas ça pantoute, hein, c'était pas Uriah Faber contre Pichado. Donc, il y a eu c'était Cruz qui était supposé se battre contre lui, il était blessé, donc il y a eu toutes sortes de choses. Ensuite, en demi-finale, il y a Hector Lombard qui est très bon contre Tim Botchek. Ça va être un bon combat. Lombard, c'est son premier combat UFC. C'est un ancien judoka de calibre olympique. Lombard, mais c'est un gars qui aime ça frapper aussi. Donc, c'est un combattant qui est très, très, très spectaculaire. Il y a quand même 2-3 bons combats, mais c'est pas la carte tchèque, là. Ah non, je regarde ça, là, puis c'est sûr que je suis vraiment pas un connaisseur de UFC comme toi, mais il n'y a pas un nom il y en a pas un que je connais. Excuse-moi, c'est sûr que... encore là, Danny, tu sais, regarde la dernière carte, là, ça a pas été... Pourtant, il y avait des très, très gros noms, la carte assez passionnante. Puis tout le monde était unanime pour dire que, point de vue spectacle, c'était une carte ordinaire.
Peut-être que là, on n'a pas des gros noms, puis on va avoir une superbe carte là, avec souvent, des combats super excitants. Des fois, c'est bien embêtant. Peut-être John Jones contre Rashid Evans, on disait que ça allait être le gala de l'année également, le combat de l'année, puis c'était très ordinaire comme combat. Georges Saint-Pierre, c'est quasiment officiel, il va faire partie du UFC 154 contre Carlos Condit. Est-ce que c'est risqué pour Georges Saint-Pierre de revenir directement dans un combat de championnat du monde après une absence d'un an et demi? Parce que la dernière fois qu'il s'est battu, c'est le 30 avril 2011. C'est sûr, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je veux dire, ils donneront pas un gars de 0-0 là, pour revenir. Il va pouvoir se mesurer à l'entraînement. Moi, je pense qu'il y a eu une opération qui peut mettre fin à une carrière normalement. En tout cas, ça va quelques années. Probablement que ça aurait mis fin à des carrières. J'ai hâte de voir comment il va revenir, comment ça va se comporter sous pression. Mais il y en a qui ont passé à travers cette opération-là sans difficulté. Okay. J'ai hâte de voir. Mais à ce niveau-là, Georges, une absence d'un an, oui, il va être rouillé un peu, mais il y a des bons sparring partenaires, il y a un très bon entraîneur aussi, il va arriver près, je suis pas inquiet. OK. Dans le cas de Georges, ça fonctionne pas nécessairement comme à la... Oui, t'as le champion obligatoire, t'as l'aspirant obligatoire, mais je sais qu'à la boxe, tu peux faire normalement 2 combats optionnels avant d'affronter l'aspirant obligatoire. Est-ce que c'est la même chose dans les arts martiaux mixtes? Non, ça n'existe pas en MMA. En MMA, il n'y a pas de classement. Ah, OK. Il n'y a pas de classement officiel par la plus grosse ligue qui est le UFC. Donc, ils font un peu ce qu'ils veulent. Moi, c'est quelque chose qui me choque un peu parce que des fois, ça devient quasiment du favoritisme. Il y en a qui se font passer par-dessus la terre, des fois pour une grosse cote d'écoute. C'est eux autres qui font les match-ups. Il n'y a aucun système de classement. Ah, okay. Donc, s'il veut faire prendre Georges Saint-Pierre contre Claude Perron, il le fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas aucun système de classement. C'est un peu tannant, là, mais bon. Par contre, il n'y a jamais de combat facile en MMA. Des fois, en boxe, justement, comme tu dis, il va se prendre 2-3 aspirants. Non. Puis il va essayer de matcher un certain style qu'il veut pour travailler, sachant très bien que le gars, bon, il n'est pas de calibre, plus ou moins. Mais en MMA, c'est pas encore rendu comme ça. Je sais pas si ça va devenir comme ça, mais présentement, c'est pour ça qu'une défaite en MMA, des fois, c'est pas aussi critique. Tu vois pas les gars avec des fiches de 25-0, là. Non, c'est sûr. Ils ont toutes des défaites parce qu'à un moment donné, c'est ça, la progression, le bassin n'est pas nécessairement super grand. Ça fait qu'à un moment donné, t'en pognes des toffes assez vite. Fait que des aussi comme David Lemieux, là, des fiches soufflées un peu, là. Même Bernard Barré, et pas Bernard Barré, en tout cas. Même peut-être pas s'il entend ça, mais c'était une fiche soufflée. Là. On le voit là, que c'était une fiche soufflée dans le cas de David Lemieux. Il n'en arrive pas en arts martiaux mixtes. Question en terminant. Ringside. Strikeforce, c'est qui Stéphane Patry, l'organisation Stéphane Patry? Il y a 2 organisations principales de MMA professionnel au Québec. Il y a Ringside, puis il y a Instinct. MMA. Est-ce que donc, si on compare ça un petit peu au hockey, au baseball, c'est des clubs fermes, c'est des mineurs, c'est des clubs mineurs au UFC, c'est ça? Non, pas nécessairement. Ils sont pas associés du tout avec le UFC. Au Canada, tu as 3-4 grosses promotions, dont Ringside et Instinct. Il y en a 2-3 autres aussi dans l'Ouest, là, tout ça. Mais non, c'est pas des clubs écoles, là, en tant que tel. Là, ils n'ont pas de lien nécessairement. On prend tous les mêmes règlements et tout ça. Mais c'est pas... ils ont les propres ceintures, les propres choses, normalement. Ce qu'on voit à Score, là, Bellator Fight Night, c'est ça? C'est qu'on voit à Score le dimanche soir, là, c'est pas si là de Score, c'est une autre organisation. Donc, tu me dis que c'est vraiment pas des clubs fermes, là. Non. Parce que David Loiseau, lui, il avait pas été en UFC, David Loiseau? Pardon? David Loiseau, il avait pas fait un combat en UFC, David Loiseau? Ah, il en a fait plusieurs. C'était le premier Québécois à se battre dans l'UFC. David Loiseau s'est battu en championnat du monde contre Rich Franklin. OK. Là, 4-5 ans, 5-6 ans, ça fait un bout, mais c'était le premier. C'est Loiseau qui a ouvert la porte à côté par Saint-Pierre. OK. Non, c'est pour ça, c'est cette question-là que je posais. Peut-être que ces gens-là c'est une espèce de club ferme au UFC, puis quand il y a des performances intéressantes, Dana White les appelle. Mais tu me dis que ça va c'est sûr que tu n'arrives pas dans l'UFC avec 0-0. Il faut que tu aies fait des combats ailleurs. Tout le monde aspire à aller faire des combats pour le UFC, c'est sûr. Il doit y avoir des petits dépistages. Ça marche par contact. Les gérants finissent par se connaître. Mais non, il n'y a pas vraiment de club école officielle, là, en tout cas. OK.
Ben Claude, on va se parler au UFC 150. On espère que ça va être mieux un petit peu que le UFC 149, parce que c'est pas... Mais comme tu le dis, c'est encore embêtant, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est ça. C'est des fois les noms, hein, c'est quelque chose, mais des fois des gars qu'on connaît pas, ils vont nous donner des très très bons combats pareils. Quand on est un amateur de MMA, c'est sûr que c'est pas juste les noms qu'il faut regarder la performance. OK. Claude Perron se parle au UFC 150. Voilà, donc c'était Claude Perron qui nous parlait il analysait la carte du UFC 149 qui sera présentée demain à Calgary.